ravi d'être parmi vous. Merci à Tatiana, merci au Centre Bruno Lussato, à Marina Fédier qui n'a pas pu être là ce soir. Et je remercie aussi bien sûr les élus, Madame la députée européenne que j'ai saluée tout à l'heure, peut-être qu'il y a un autre député européen qui devait venir, je ne le vois pas parce que c'est un peu sombre au fond. Je remercie aussi la présence de clergés prestigieux, de clercs prestigieux de l'Église catholique de rite araméen. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer la communauté, même s'il n'y a pas une communauté, les individus sont tous libres, mais un représentant, M. Vergely, de la communauté Souroye, le peuple syriaque araméen qui parle la langue du Christ. Je salue aussi, au fond, d'autres amis syriaques et arméniens. Donc, vous voyez, on est très orientaux ce soir. Et bien sûr, tous les autres, parce qu'il n'y a pas de spécificité particulière ethno-religieuse. Cela me permet de commencer avec quelque chose de très simple. Le projet, le titre de mon dernier livre, que j'ai écrit avec Emmanuel Razavi, qui s'excuse, c'est pas de sa faute, c'est la tempête. Il est bloqué à Barcelone par des tempêtes très très violentes. Le projet, on me dit souvent, ou on entend souvent dire, que parler d'un projet de conquête islamiste serait du complotisme. Vous l'avez tous entendu. C'est important de commencer là-dessus, non pas pour se justifier, qui se justifie s'accuse, si on n'a rien à se reprocher, on n'a pas à se justifier. Mais c'est important, non pas de se justifier, mais de préciser. Il ne s'agit pas de complotisme. Le complotisme, c'est une systématisation d'explications irrationnelles avec un bouc émissaire, et c'est quelque chose de littéralement pathologique. Alors qu'il peut exister un complot, dans la loi, il y a la loi, les lois qui condamnent le complot contre l'État. Le complotisme est une perversion de l'esprit qui systématise l'idée qu'il y a des complots secrets. Tandis que, et bien sûr, dans l'idée de complot, il y a cette idée, bien sûr, de secret, de minorités qui ourdissent avec une surpuissance, et d'où le mythe, tous les mythes complotistes, judéo-maçonniques et autres, tout cela est bien connu. Et l'intelligence des islamistes consiste à faire passer ceux qui dénoncent le projet de conquête islamiste, qui lui existe. Ils font passer ceux qui dénoncent ce projet de conquête islamiste pour l'équivalent de ce qu'étaient les anti-juifs, les pétinistes, les collabos, les nazis hier. Ce qui est assez intelligent, mais ce qui est très fort de café. Parce que ce sera juste mon introduction. Les frères musulmans qui ont un projet, ce n'est pas le titre de mon livre au départ, c'est un texte que la police suisse a trouvé dans la banque mondiale des frères musulmans qui était basée à Lugano en Suisse. Et le président de cette banque, Youssef Nada, un haut dignitaire des frères musulmans, a eu une perquisition dans son domicile dans le cadre d'une enquête internationale sur le financement du 11 septembre. Ouais, c'était quand même assez sérieux. Et on a retrouvé un petit livre d'une vingtaine de pages qui s'appelait « Le projet ». Donc ce n'est pas du tout du complotisme. C'est ce que les islamistes eux-mêmes ont écrit. Alors, on peut remonter plus loin, hein. Tout est déjà écrit dans un certain nombre de textes qui composent la charia. C'est un projet suprémaciste de conquête prosélyte, de conquête politico-religieuse du monde. Mais le projet, on ne va pas parler de l'islam en général, parce que moi je ne confonds pas islam et islamisme. Il y a des musulmans très modérés. L'autre jour, dans cette salle, on faisait une conférence sur le terrorisme avec le député LR Arnaud Danjean. Il y avait 2 musulmans dans la salle qui étaient radicalement anti-islamistes. Bien évidemment, on ne met pas tout dans le même sac, mais ça ne nous empêche pas de décrire le projet de conquête qui anime un certain nombre de pays, notamment les pays qui composent l'Organisation de la coopération islamique, 57 pays musulmans, qui ne sont pas tous aussi islamistes les uns que les autres. Certains sont très islamistes, d'autres pas beaucoup. Certains impliquent la charia en totalité, d'autres juste en partie. Mais il y a tout de même une tendance lourde, animée par quelques protagonistes clés, le Qatar, l'Arabie saoudite, le Pakistan, la Turquie d'Erdogan, qui a détruit le kémalisme laïque, qui n'était pas formidable déjà pour les chrétiens, mais maintenant c'est encore pire, et qui veut rétablir le califat. Erdogan veut rétablir le califat. Et Erdogan, c'est le héros des frères musulmans. Les frères musulmans, à travers la voix de Qardawi, Youssef El-Qardawi, le fameux blog et juriste des frères musulmans de référence, qui a parrainé plusieurs organisations en Europe. Il est l'inspirateur même d'organisations qui vont même au-delà des frères musulmans, comme l'ISESCO,
l'UNESCO des musulmans, une sorte d'équivalent d'UNESCO ou d'ONU islamique qui rassemble des pays tout à fait officiels. Kardawi a dit récemment, Erdogan, c'est l'homme qui est le plus capable de rétablir le califat. Ça tombe bien, Erdogan a dit récemment, 100 ans après l'abolition du califat par le mécréant Atatürk, buveur d'alcool, laïque, qui avait interdit la charia et qui avait aboli le sultanat et le califat, il va falloir rétablir l'empire ottoman califal. Le sultanat et califat, parce que l'empire ottoman était à la fois un sultanat et un califat. Alors, quand on parle de complotisme, moi je suis le premier à dénoncer. J'ai horreur des théories du complot. Par contre, il existe des projets, des plans de conquête. Une entreprise, une nation, démocratique ou totalitaire, déjà a toujours une stratégie. Quelqu'un qui n'a pas un projet de développement, il ne va pas aller très loin. Donc si même les gens bien intentionnés ont des projets, imaginez ceux qui ont un plan de conquête mondiale, ceux qui ont un appétit de puissance, de domination universelle, bien entendu, ils ont des projets. Donc il faut absolument balayer cette idée de ramener à du complotisme l'idée de présenter un projet, car le projet était un livre qu'on a trouvé donc dans une institution fondamentale des frères musulmans, et on s'est dit plutôt que de mettre infiltration, plan, programme, eh bien on va tout simplement mettre comme titre du livre, eh bien un document qui était très intéressant parce que donc on l'a retrouvé dans la banque El Taqwa Bank. Ce document était très court et en gros, l'idée de ce document, comment allons-nous faire pour faire régner la loi d'Allah sur la terre? Ils ont un programme ambitieux, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la terre entière. La Chine, alors ils peuvent quand même se réveiller tôt le matin pour islamiser et conquérir toute la Chine. Peut-être qu'ils iront relativement facilement développer des parts de marché, des parts de conquête civilisationnelle dans l'Europe affaiblie et vieillissante. Nous en parlions tout à l'heure avec M. Labbé. Mais la Chine, ça va être quand même assez difficile. L'Inde de Modi, qui est d'ailleurs accusée d'islamophobie maintenant par tous les pays occidentaux, qui a comme Premier ministre un hindouiste lui-même assez intégriste, hein, qui n'est pas du tout enclin à laisser un programme de conquête islamiste se développer. Mais même si il est complètement stupide de croire que le monde va être islamisé, c'est totalement impossible. Le califat ne sera même pas rétabli. On a bien vu, il n'a pas duré très longtemps en Syrie et en Irak. Même si cette idée peut être balayée, n'empêche que même si cette idée n'est pas réalisable pleinement, elle va se réaliser dans les ventres mous, les zones faibles. Les zones faibles aujourd'hui, c'est pas forcément des gens pauvres. Une zone faible en stratégie, c'est pas un pays qui est pauvre ou il y a de la famine. C'est un pays qui n'a pas d'autonomie, qui n'a pas la capacité de dire non. Mon maître, le général Gallois, le grand résistant français, qui était l'idéologue de la force de frappe nucléaire française, grand conseiller de Gaulle, Gallois disait un pays faible, c'est pas un pays qui est forcément pauvre, c'est un pays qui n'a pas de volonté. Qui a une impuissance volontaire, soit une impuissance volontaire comme l'Europe, ou tout simplement qui n'a pas de puissance. Mais ce n'est pas forcément un pays du tiers-monde très pauvre ou en voie de développement. Donc il y a deux grandes zones molles. Aujourd'hui, l'islamisme peut acquérir de nombreuses parts du marché, pas trop l'Amérique latine, qui est le terrain d'action aujourd'hui des prosélytes évangéliques. Le Brésil est passé de 100% de catholiques à 60%. Si on raisonne en termes, comme en école de commerce, de business, ils ont perdu les catholiques. Vous me direz, c'est pas trop étonnant, avec la mollesse de l'Église catholique depuis un certain nombre de décennies, avec leur manque de conviction. On se demande parfois, d'ailleurs, s'ils ont encore un peu de conviction. Les évangéliques, qui, eux, ont une conviction très très poussée, ont conquis 40% du Brésil. En moins de 40 ans, 40% du Brésil est devenu protestant évangélique. Bolsonaro lui-même, après avoir été catholique, s'est converti au protestantisme. Imaginez, mais pourquoi je vous parle de ça? Vous me direz, ça n'a rien à voir avec les frères musulmans. Si, le point commun, il est très clair. Quand quelqu'un croit en quelque chose, il le transmet. L'Europe ne croit plus en rien. Elle a renié ses valeurs civilisationnelle chrétienne, judéo-chrétienne, elle renie ses racines, même grecques. Même Thucydide a été considéré politiquement incorrect par nos idéologues européens, officiels de la Commission de Bruxelles, parce que Thucydide aurait été misogyne, inégalitaire. Bientôt, on va bannir toute la pensée qui a précédé la religion droit de l'homiste. Très, très intéressant d'analyser un phénomène qui est extrêmement clair. Les frères musulmans, pourquoi sont-ils efficaces? Parce qu'ils ont tout simplement un projet et des convictions extrêmement fortes, ce qu'ont aussi les évangéliques protestants dans le continent américain. Donc écartons l'Amérique qui résistera à l'islamisme, même l'Amérique du Nord. L'Amérique reste fondamentalement chrétienne, voire même fondamentaliste chrétienne.
l'Europe et l'Afrique, par contre, je ne dis pas l'Inde. L'Inde est en pleine lutte contre l'islamisme. La Chine est en train de radicalement lutter contre l'islamisme. D'ailleurs, parfois de manière excessive, puisqu'il y a des musulmans innocents qui sont persécutés en Chine. Mais deux véritables ventres mous, c'est une partie de l'Afrique noire, centrale, subsaharienne, sahélienne et de l'Ouest, des pays tiraillés comme le Nigeria, comme le Centrafrique, avec des musulmans au nord qui progressent de plus en plus vers le sud, au gré d'ailleurs du réchauffement climatique. Des nomades islamisés peuls vont vers le sud au détriment des sédentaires agriculteurs non peuls, chrétiens. Et là, c'est un véritable carnage. On a une progression fulgurante de cet islamisme qui s'accompagne aussi de phénomènes géopolitiques, géographiques, climatiques. Et là, c'est un tsunami, une véritable lame de fond, malgré l'activité assez forte d'ailleurs du catholicisme et surtout de l'évangélisme. Donc, un ventre mou dans l'Afrique subsaharienne, qu'on a aidé d'ailleurs à se réislamiser radicalement, puisque la guerre en Libye, qui était une guerre livrée par l'Occident au profit des frères musulmans, je ne perds pas le fil de mon livre sur les frères musulmans, la guerre en Libye a été formidable pour tous les mouvements djihadistes qui ont récupéré des stocks d'armes et de mercenaires, la Libye étant un pays peu peuplé mais extrêmement riche et armé, et le trou noir libyen a alimenté littéralement le djihad de la Libye jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Je salue d'ailleurs un ami malien qui est dans la salle, qui est très très compétent, et peut-être que si vous voulez tout à l'heure, il prendra la parole. Donc le ventre mou, c'est une partie de l'Afrique et la vieille Europe de l'Ouest. Je dis bien de l'Ouest, parce que l'Europe de l'Est, bien que vieillissante, n'est pas du tout culpabilisée. Et le virus de l'islamisme radical ne progresse pas dans n'importe quel terrain. Telles certaines bactéries ou certains microbes ou certains virus, il y a un terrain favorable, comme disait Pasteur, tout est dans le terrain. Un terrain favorable, c'est un terrain qui est faible, où il y a de la division, une absence de dirigeants compétents ou responsables, de la pauvreté, certes, un manque d'État, un manque de justice, un manque de police, un manque de moyens, ou alors des gens au pouvoir qui sont totalement corrompus ou liés à des puissances étrangères. Voilà, il faut qu'il y ait un terrain favorable. Les deux endroits où il y a un vrai terrain favorable, c'est l'Europe de l'Ouest, pas de l'Est, parce que l'Europe de l'Ouest est totalement culpabilisée. Et ça, j'en viens à mon sujet, le terrain le plus favorable pour les frères musulmans, c'est des pays culpabilisés, qui ont honte d'eux, qui veulent se faire pardonner systématiquement. Ils passent leur temps à vouloir se faire pardonner le passé, alors que les autres pays qui ont été prédateurs sont très fiers de leur prédation passée. Connaissez-vous un seul chef d'État islamique qui ait demandé pardon pour avoir conquis la Sicile, l'Espagne, le Portugal, les Balkans, une partie de l'Afrique noire, l'Asie, une partie de l'Asie? Jamais. Les seuls qui demandent pardon pour le passé et qui jugent le passé avec l'œil du présent, ce sont les Européens. Donc là, c'est un terrain favorable. Et j'en viens au projet. Ce petit livre, Le Projet, disait « L'Europe, elle est très intéressante, pas besoin d'y pratiquer le djihad armé, puisque l'Europe, elle nous laisse progresser pacifiquement. Il faut pratiquer l'entrisme, la pénétration de la politique, des syndicats, de l'entreprise, des institutions, et utiliser même les valeurs de l'Europe contre elle-même. » Donc le projet est fondamental. Et aujourd'hui, on peut dire que parmi toutes les mouvances de l'islamisme radical, les frères musulmans sont les plus intelligents. Ils ne sont pas que les plus intelligents, c'est la matrice. Alors certains vont me dire, oui, mais ça remonte à plus loin. L'esprit de conquête islamique remonte à plus loin, puisque le califat, avant d'être aboli par Atatürk, le califat islamique, qui est une structure tout à fait officielle, Khalif, c'est le successeur du prophète Mahomet, le califat avait pour fonction d'étendre les frontières de l'islam et d'imposer la charia. C'est vrai. Mais les frères musulmans, dans l'époque moderne, 1928, création des frères musulmans, ce sont les premiers mouvements islamistes, avec Hassan el-Banna, le grand-père de Tariq Ramadan, qui ont ressuscité la vieille idée de l'empire islamique qui commençait à périr. Quand l'empereur ottoman a été démis par Atatürk, il était déjà démis par lui-même. Il était extrêmement affaibli, il était nauséabond, il était moribond. Le califat était parti en désuétude. Et le monde musulman connaissait à l'époque de nombreux réformateurs. Atatürk, avant lui, les jeunes Turcs, encore avant les Tanzimat, les fameuses réformes à la fin de l'Empire ottoman. Dans les pays arabes, la Nahda, avec une partie de la Nahda qui était assez réformiste. On a un spécialiste ici dans la salle de la Nahda, Carlo Facci, grand universitaire. Il interviendra s'il voudra par la suite. On avait Bourguiba en Tunisie, quelques années plus tard, qui voulait exporter en Tunisie, au Maghreb, les idées laïques d'Atatürk. Et justement, ça explique l'islamisme actuel. Les islamistes, qui en fait étaient tout simplement à l'époque des musulmans orthodoxes
extrêmement inquiets de la modernisation et de la laïcité, ont eu très peur. Ils se sont dit, si on laisse faire Reza Pahlavi en Iran, Bourguiba en Tunisie, les kémalistes en Turquie, le monde arabe, qu'il soit perse, turc ou le monde musulman, pardon, qu'il soit perse, turc ou arabe, va être gagné par les idées de l'Occident, puisqu'effectivement Bourguiba, Atatürk ou Reza Pahlavi, ce sont trois leaders de pays turcs, arabes et perses qui ont étaient gagnés par des idées laïques, qui ont voulu séparer la politique et la religion. Et donc les imams de l'époque ont eu extrêmement peur. Ils se sont dit, si on sépare la politique de la religion, plus rien n'empêchera les musulmans d'aller au-delà de la charia, ou de revenir, voire même d'interdire, d'aller vers des idées qui ne seront pas issues de la charia. Et donc un pouvoir politique apparaîtra qui s'affranchira de la charia. Et la grande idée de l'islam orthodoxe, din wa dunya, les frères musulmans ajoutent din wa dunya wa dawla, il ne peut pas y avoir d'islamité sans un pouvoir islamique. Alors peut-être que ça peut être contesté. Un musulman modéré dira non, on peut être un musulman de manière privée, avec sa foi privée. Mais les islamistes, justement, eux, ils ont une lecture politique de l'islam et ils disent si le pouvoir politique n'est pas islamique, l'être humain va être décomposé, il va être désislamisé. Donc la grande phobie, c'était que ces réformateurs, finalement, libèrent les pays musulmans du poids terrible de la charia, qui est terrible pour les minorités, et bien sûr pour les femmes, et pour tous ceux qui ont une idée de liberté, bien entendu, et d'émancipation de l'individu. Donc les frères musulmans naissent dans ce contexte, pas uniquement anticolonial. L'intelligence des frères musulmans à l'époque de Hassan al-Banna, c'est de se faire passer pour tout simplement des résistants contre le colonialisme, d'où leur succès. La grande force des frères musulmans dans les pays musulmans, comme chez nous en Europe, c'est de se faire passer pour des indigénistes, d'où les fameux indigènes de la République. Nous sommes uniquement des gens qui veulent lutter contre l'esprit colonial, voire même le racisme. Ce serait juste un mouvement d'émancipation. D'où l'intelligence des frères musulmans qui se font passer pour des progressistes et qui ont comme alliés la gauche et l'extrême gauche, puisqu'ils disent, nous on n'est pas des intégristes, on est juste des anticolonialistes. Et être pour le voile, c'est une façon de s'approprier ces valeurs indigènes et d'échapper à l'influence du colonisateur occidental, ce qui est assez intelligent. La réalité, c'est qu'ils n'étaient pas anticolonialistes. On sait même que les frères musulmans, à un moment, ont bénéficié du concours des services secrets de pays anglo-saxons, pas uniquement américains plus tard, mais même anglais, mais ils ont fait passer leur projet obscurantiste, totalitaire, suprémaciste et conquérant pour un simple projet d'émancipation anticoloniale, indigéniste. Ce qui est très habile, très intelligent. On cache ses véritables objectifs au nom de quelque chose qui peut plaire même à des gens athées. D'où l'alliance entre beaucoup de militants d'extrême gauche et beaucoup d'islamistes. Beaucoup de militants d'extrême gauche peut-être ne sont pas sincères, mais ceux qui sont sincères, j'en ai connu, ils croient vraiment qu'un islamiste finalement c'est comme un tiers-mondiste mais barbu. Il y avait le barbu Che Guevara, maintenant il y a le barbu islamiste, mais ça reste des partenaires anticoloniaux, anti-occidentaux, anti-sionistes, qui vont émanciper les peuples contre un joug colonial. Alors qu'en fait, les frères musulmans, leur vrai projet n'est pas du tout anticolonialiste. Le vrai projet des frères musulmans, et ce n'est pas une accusation, c'est écrit dans leur projet. Ils appellent ça d'ailleurs le tamkin. Le tamkin planétaire, c'est l'aboutissement de leur idéologie lorsque la charia régnera sur toutes les sociétés musulmanes ou pas, donc ceux qui seront convertis à l'islam, ou les juifs et les chrétiens qui payeront un tribut, humiliés et qui payeront un tribut, selon la sourate 9.29, qui prévoit la soumission. On n'est épargné que si on paye un tribut et on est humilié et on vit en situation d'inférieur. Donc quand le monde sera directement ou indirectement soumis au règne de la charia, enfin il n'y aura plus de conflit. Ce sera le triomphe final du califat qui sera l'empire qui assurera non seulement l'application de la charia dans son intégralité, dans sa lecture la plus dure, puisque les frères musulmans ne sont pas des antisalafistes. Une idée reçue, on nous dit les frères musulmans, c'est un islamisme un peu modéré face aux salafistes qui, eux, inspirent les djihadistes. N'importe quoi. Les frères musulmans s'appellent eux-mêmes des salafistes. En arabe, quand on parle des frères musulmans, on parle de salafia. Les salafistes islaïstes, réformistes, mais salafistes quand même. D'ailleurs, Hassan el-Banna a été formé par Rachid Rida, qui avait importé en Égypte des idées de la plus dure des écoles religieuses sunnites, le hanbalisme, qui a donné d'ailleurs la naissance au fameux wahhabisme saoudien. Tout ça, c'est la même école. Les salafistes, c'est à la fois le wahhabisme saoudien, l'école hanbalite, les frères musulmans, c'est la même référence. C'est la référence à l'école la plus dure dans l'islam sunnite, qui a un projet de domination universelle et de soumission totale de l'humanité à des valeurs totalitaires. Obscurantiste,
Et je répète, suprémaciste, parce que la grande idée des islamistes comme les frères musulmans ou autres salafistes, c'est que l'islam est supérieur. Le musulman est supérieur, la communauté musulmane est supérieure. Il y a quelque chose de comparable au racisme, même si c'est religieux. Nous sommes supérieurs, les autres sont inférieurs. Un peu comme le Pakistan qui s'appelle le pays des purs, par rapport aux hindouistes voisins, pays des impurs. Il y a toujours cette idée de pureté de nous et de supériorité par rapport à des impurs inférieurs. D'ailleurs, Kardawi, le grand idéologue dont j'ai parlé tout à l'heure, des frères musulmans, la référence des frères musulmans en Europe, il commence son livre « Le licite et l'illicite » par « L'islam doit toujours être plus haut que ce qui n'est pas musulman ». Une maison, un homme, une société musulmane doit toujours être plus haute que tout ce qui n'est pas musulman. Vous voyez, on est vraiment dans la très haute spiritualité. Ça commence par une idée de domination. Totalement, enfin c'est du suprémacisme. Donc c'est intéressant de voir que ce projet, il est écrit noir sur blanc, non seulement dans le petit livre qu'on a trouvé dans la Banque des Frères musulmans, mais avec mon coéquipier Razavi, qui est un grand reporter, qui a failli mourir en Égypte en allant rencontrer d'ailleurs des frères musulmans pendant la révolution arabe. Son caméraman a pris 2 coups de couteau, oui, c'était quand même du sérieux. Au moment où les journalistes français disaient « c'est merveilleux la révolution arabe en Égypte, il n'y a pas un seul coup de feu, ça se passe très bien dans la rue », non, c'est pas vrai. Mon coéquipier Razavi a failli mourir, il a été lynché par une foule de frères musulmans, les frères musulmans soi-disant pacifistes, et son caméraman a pris des coups de couteau. Il s'est retrouvé à l'hôpital, ça a été assez terrible. Razavi a également, je le présente un peu parce qu'il n'est pas là, il a vécu également 4 ans au Qatar. Il était conseiller, ça va peut-être vous étonner qu'il ait écrit un livre avec moi, il était conseiller de Al Jazeera, la télévision des frères musulmans basée au Qatar. Donc c'est pour vous dire, ce livre, c'est pas que le livre d'Alexandre Delval, qui cherche sur ces domaines depuis des années, c'est un livre qui a été écrit par un chercheur qui fait de la géopolitique et un spécialiste du Moyen-Orient d'origine iranienne lui-même, qui pendant 15 ans a été sur le terrain, Afghanistan, Pakistan, Égypte, Jordanie, Syrie, et il a étudié les frères musulmans partout, y compris dans leur cœur. Il est allé dans la bouche, dans la gueule du loup, 4 ans au Qatar. Donc il les connaît extrêmement bien. Dans ce livre, on a des interviews de très grands dignitaires, proches ou membres des frères musulmans, beaucoup d'enquêtes extrêmement précises. Je ne vais pas vous raconter tout le livre parce que sinon ça n'aurait aucun intérêt, puis ce serait beaucoup trop long. Donc, pour vous dire qu'on a vraiment voulu essayer de décrire les frères musulmans, non pas comme on voudrait qu'ils soient, on n'a pas voulu faire un livre passionnel, sentimental, en jugeant moralement. La géopolitique, ça ne sert à rien de juger moralement. En géopolitique, on ne dit pas « il est méchant, il est gentil ». On a voulu raconter les frères musulmans tels qu'eux-mêmes se voient. Et l'idée, c'est, dans des pays où on peut faire la guerre, on fait la guerre, Gaza, Syrie. En Syrie, les frères musulmans ont lancé la guerre civile contre le régime de Bachar al-Assad. À Gaza, les frères musulmans ont créé la première organisation sunnite djihadiste qui a incorporé dans le sunnisme la notion de martyr qui cherche la mort pour la mort, qui est une idée au départ qui vient d'une secte chiite des Ismaéliens. Ça a été incorporé dans la doctrine djihadiste avec le Hamas. La première grande organisation djihadiste moderne, djihadiste pas au sens de djihad, parce qu'il y en avait depuis toujours, mais le djihadiste moderne où vraiment le type recherche la mort pour la mort, c'était le Hamas. La première grande organisation djihadiste vient des frères musulmans. Mais mieux, nous avons fait une enquête en allant voir même l'oncle de Tariq Ramadan. On a rencontré Azam Tamimi à Londres, qui est un des cadres des frères musulmans aujourd'hui. Moi-même, j'ai fait 2 fois des entretiens vidéo, des débats avec Tariq Ramadan. On a rencontré des proches de la famille de Abdullah Azam. C'était le créateur de Al-Qaïda, le précurseur d'Al-Qaïda. Il a formé Oussama Ben Laden, dignitaire des frères musulmans. Donc les frères musulmans, avec Hassan al-Banna, ont rétabli l'idée du califat, que l'on doit absolument imposer, faire ressusciter et imposer la charia partout dans le monde. Comment? Par la guerre, là où on peut utiliser, ou alors là où on n'a que la guerre comme solution, et là où c'est possible autrement que par la guerre, l'Europe. Et j'en parlais tout à l'heure. L'Europe, c'est très intéressant parce qu'il y a une nouvelle jurisprudence des frères musulmans. Kardawi, je reviens sur Kardawi, le fameux prédicateur d'Al Jazeera, basé au Qatar, d'origine égyptienne, qui est également l'homme qui a parrainé et créé pratiquement toutes les grandes organisations des frères musulmans en Europe aujourd'hui. Il a dit un jour, finalement, nous sommes au départ pour le djihad, les frères musulmans sont les premiers qui ont réhabilité le djihad moderne comme un instrument de prosélytisme.
et même presque comme une fin en soi, une bénédiction qui permet d'arriver plus facilement au paradis. Mais il s'est dit, en Europe, ce serait stupide d'être djihadiste, puisque en Europe, on a des pays comme la Belgique, où jusqu'il n'y a encore pas très longtemps, personne ne se souciait du fait qu'avec l'argent de vos impôts, on finançait des centres islamiques, des mosquées, et on payait, et on paye toujours d'ailleurs, des professeurs chargés de fanatiser vos concitoyens belges d'origine musulmane, ce qui était assez extraordinaire. En France, le culte n'est pas financé par l'État, mais il y a une très très grande liberté d'expression pour les frères musulmans et aussi pour les salafistes, pour les Pakistanais ou Indo-Pakistanais du Tabligh, pour les Turcs du Miligurush, parce qu'il y a plusieurs mouvances islamistes dans le sunnisme prosélyte, mais en gros tous ces pôles de l'islamisme, frères musulmans ou autres, et proches, on peut dire qu'en Europe, soit ils ont été payés par des États européens pour se développer, soit les hommes politiques locaux, comme en France, où ce n'est pas un pays concordataire, on les a laissés faire, on leur a donné des structures pour 1 euro symbolique. Bref, Kardawi s'est dit, ce serait complètement stupide et contre-productif de continuer à être pour le djihad partout. Donc on va faire une nouvelle jurisprudence, on va décider que le djihad est légitime dans des territoires musulmans apostats, où on estime que les dirigeants sont des musulmans qui ont trahi l'islam, ils sont de facto des apostats. Et ça, c'est la grande idée de Saïd Qutb. Saïd Qutb, c'est des très très grands penseurs des frères musulmans. Après Hassan el-Banna, le créateur, il y a eu un homme qui s'appelait Saïd Qutb, qui était le directeur de la revue des frères musulmans, et qui a failli être guide suprême, et qui a été le conseiller du guide Hudaybi. Un homme très important. Saïd Qutb, il a radicalisé la pensée des frères musulmans et il a dit, pour arriver au pouvoir, comme on a plein d'apostats, l'apostat est un ennemi de l'islam, il a trahi l'islam, donc un dirigeant qui est contre le projet de la charia, même s'il prie en privé, même s'il est musulman de façon personnelle, le fait de s'opposer à l'extension de l'islam dans le domaine politique fait de lui déjà un non-musulman. On le déclare apostat. Et donc le djihad est légitime même dans des pays musulmans. Donc les frères musulmans ont continué le djihad en Syrie, en Égypte, où ils sont en plein djihad aujourd'hui dans le Nil. Ils font croire qu'ils sont juste politiques, mais les frères musulmans aujourd'hui alimentent le djihadisme en Libye, en Syrie, dans beaucoup d'endroits, au Yémen. Après les révolutions arabes, les frères musulmans ont gagné plein d'élections. Alors on a dit qu'ils étaient devenus des démocrates. Mais dans d'autres pays, ils étaient dans le djihad armé. Et c'est ça l'intelligence des frères musulmans. Ils savent s'adapter. Dans certains pays, on va être avec des djihadistes. En Syrie de l'Ouest, les frères musulmans des légions combattantes coopèrent avec Al-Qaïda, parfois même avec Daesh. Supervision turque. Si vous allez dans l'ouest de la Syrie, on a entre 20 et 30 000 militants djihadistes et islamistes radicaux, Daesh, Al-Qaïda, des légions turques néo-ottomanes, des Turkmènes pro-turcs très très islamistes radicaux qui massacrent, moi j'ai des photos terribles, à bout portant on les voit massacrer des minorités arméniennes ou turques, ou kurdes pardon, et on a aussi des djihadistes de Daesh, d'Al-Qaïda ou de différentes légions pro-saoudiennes, pro-Qatar, enfin toutes sortes de mouvements islamistes. Dans l'ouest de la Syrie, il y a la plus grande concentration de djihadistes et ils coopèrent avec les frères musulmans. Donc je récapitule, les frères musulmans ont réhabilité l'idée du califat. C'est l'idée de Daesh. Les frères musulmans ont formé le formateur de Oussama Ben Laden. Abdullah Azzam était un membre des frères musulmans. Abdullah Azzam a été l'initiateur de toute la légion des volontaires arabes qui étaient énormément aidés par les frères musulmans, qui ont fait venir en Afghanistan les combattants contre le communisme. Et ensuite, quand la guerre en Afghanistan s'est terminée, tous les frères musulmans qui avaient combattu au sein de mouvements djihadistes en Afghanistan sont revenus un peu partout et ils ont transmis le virus du djihadisme un peu partout. Saïd Qutb a été l'initiateur de l'idéologie djihadiste. Ce que je veux dire par là, c'est que les frères musulmans qui ont réussi à se faire passer pour des modérés, en réalité, sont la matrice du djihadisme. Mais leur intelligence, c'est de savoir s'adapter. Donc je reviens à Kardawi, il a dit « L'Europe n'est plus Dar el-Harb ». Normalement, un pays non musulman qui ne paye pas le tribut au califat et qui n'est pas soumis à des règles islamiques est Dar el-Harb, territoire de la guerre. Mais M. Kardawi a dit non, on va définir, on l'a dit tout à l'heure, on va définir l'Europe comme Dar el-Dawa, terre de l'annonciation. Parfois il dit Dar el-Shahada, terre du témoignage. L'Europe, finalement, nous donnera plus de résultats par la paix que par la guerre. Et c'est pour ça
Parfois, on me pose des questions, mais pourquoi nos dirigeants belges, français, italiens, parce que toute l'Europe le fait, hein, toute l'Europe de l'Ouest, pourquoi tous nos dirigeants laissent tant d'espace aux frères musulmans? Parce qu'ils se sont bien vendus. Ils ont été voir même nos services, certains services de pays occidentaux, et pas uniquement des politiques véreux, même des services de sécurité, se sont dit finalement, quand on a des banlieues totalement incontrôlables, avec des gens, on ne peut pas aujourd'hui, vous savez qu'en France, un rapport est sorti il y a quelques jours, rien qu'en France, 150 quartiers aux mains d'islamistes radicaux, qui eux-mêmes sont aidés, directement ou indirectement, par des voyous extrêmement armés et qui ont beaucoup d'argent de la drogue. Des quartiers impénétrables, où on a le choix entre les vendeurs de drogue, qui donnent de l'argent, et les islamistes qui rétablissent un semblant d'ordre. Eh bien, beaucoup de dirigeants européens, même parfois pas des types traîtres ou vendus à des pays étrangers, se sont dit, comme on n'a pas la capacité, on n'a pas assez de prisons, on n'a pas assez de juges, et on bien formés, on n'a pas assez de policiers qui veulent aller au casse-pipe, et on n'a pas envie d'avoir 5000 morts ou 500 morts, parce que pour rétablir la loi dans 150 quartiers en France, qui sont surarmés, on trouve des matériels de guerre, pas uniquement Kalachnikov, on a même des RPG-7, des matériels de guerre. Hein, pour désarmer les banlieues, aujourd'hui, il faudrait envoyer l'armée et il y aurait des morts. Et comme aucun politique européen ne veut assumer l'idée de récupérer des territoires qui sont plus du tout sous le contrôle de la République ou de la monarchie, parce qu'ici c'est une monarchie, en France c'est une République, eh bien, on s'est dit, on va composer avec des gens à qui on va en quelque sorte déléguer l'ordre. Quand les banlieues ont brûlé en 2005 pendant des semaines en France, hein, dans la région parisienne, un certain Sarkozy est allé voir les frères musulmans, et comme les frères musulmans disent, l'Europe, ce n'est pas une terre de djihad, ce n'est pas une terre de harb, de guerre, c'est une terre de l'annonce, de témoignage. Ils leur ont dit, Monsieur Sarkozy, vous savez, nous, on est contre le djihadisme, on va vous aider à lutter et contre la délinquance, on va dire qu'il faut arrêter de brûler les voitures. Pas parce que la préfecture donne l'ordre, mais parce que ce n'est pas islamiquement correct, c'est la fitna. Et on a eu une fatwa, les frères musulmans français, pour faire plaisir au gouvernement français, ont émis une fatwa qui dit un musulman ne peut pas brûler une voiture. C'est quelque chose de haram, c'est interdit, c'est pas bien. Et on a vu une accalmie du phénomène, et Sarkozy, dans l'Express, était très content de dire on a obtenu une collaboration très fructueuse avec les frères musulmans, qui d'ailleurs, Sarkozy les a mis à la tête du Conseil français du culte musulman, et je dis ça alors que je suis un ancien sarkozyste. J'avais été très déçu parce que j'avais cru longtemps que c'était un homme très intéressant qui pouvait lutter contre le politiquement correct, redonner une dignité à la politique et un peu de souveraineté, et j'étais très déçu parce qu'il a mis les frères musulmans à la tête de la plus grande instance de représentation des musulmans de France. En gros, pas uniquement la gauche comme la droite, depuis 4 décennies, la gauche comme la droite ont livré nos compatriotes musulmans, je sais que parfois ça déplaît quand je dis ça, mais moi je le pense vraiment, nos compatriotes, nos frères musulmans, pas les frères musulmans, mais nos compatriotes et frères musulmans, nos frères en citoyenneté, on aurait pu les aider à échapper à la charia. Nos politiques les ont aidés à ce qu'on les fasse revenir à la charia. Il y a 40 ans, très peu de musulmans nés en Europe aspiraient à la charia. Aujourd'hui, pas tous, peut-être pas la majorité, mais une partie croissante rêve de charia. Nos hommes politiques ont confié à l'Arabie Saoudite, au Qatar, aux frères musulmans, aux Miligurus turcs, à M. Erdogan, à des organisations indo-pakistanaises comme le Tabligh, à des confréries de toutes sortes, qui sont très rivales entre elles, certes. Il ne faut pas nier, il y a une complexité, mais qui convergent dans une idée, islamiser l'Europe parce que c'est le point faible. La Chine, ça va être très compliqué, ils ont du répondant. L'Inde, on a un intégriste hindouiste qui ne peut pas supporter l'Amérique latine, c'est des évangéliques. Il reste 2 espaces, comme j'ai dit tout à l'heure, une partie de l'Afrique noire et l'Europe. Pardon ? En Inde, il y a des musulmans. Oui, 250 millions de musulmans en Inde. Il y a 1 milliard d'hindouistes. Les proportions ne sont pas les mêmes que chez nous. Autant pour les minorités que pour les majorités, les proportions sont très différentes. Donc, je vous ai parlé, maintenant je vais, avant de faire une conclusion, puis on débattra, parce que le livre est trop long pour parler de tout. Dans ce livre, on commence donc sur l'origine des frères musulmans, al-Ikhwan al-Muslimin, le contexte, lutter contre les nationalistes. Très important de comprendre ça. Les frères musulmans se sont fait passer pour des militants anticoloniaux, on pourrait croire même peut-être nationalistes, mais le projet des frères musulmans, c'est un califat transnational qui passera par la destruction de toutes les frontières. Et ça explique beaucoup de choses.
Pourquoi aujourd'hui, vous allez être sûr, le pays qui lutte contre les frères musulmans le plus durement est un pays islamique. D'ailleurs, devinez quel est le pays musulman qui est le plus radical, qui lutte le plus contre les frères musulmans. Ben oui, c'est les Émirats. C'est même pas la Syrie de Bachar al-Assad qui n'est pas un musulman, c'est un alawite. Les alawites ne sont pas des vrais musulmans. Ils sont considérés comme les apôtres. Oui, c'est un pays assez islamique d'ailleurs à l'intérieur. Il y a des gens voilés, il y a une vision assez orthodoxe de l'islamisme, mais les Émirats, depuis des années déjà, on dit, nous, on est islamique chez nous, mais on n'a pas envie de financer l'islamisme à l'extérieur. Les chrétiens, ils peuvent être chrétiens chez eux. Nous, on n'a pas envie d'aller faire de l'ingérence au sein des pays étrangers. Donc ça veut dire quoi? La France, la Belgique, l'Union européenne, l'Occident, même l'Amérique, nous sommes plus favorables à des islamistes que certains pays arabes eux-mêmes, même musulmans. C'est assez extraordinaire. Donc, mais c'est intéressant. En même temps, c'est encourageant. Ça montre que finalement, ce n'est pas quelque chose de forcément fatal. Et je salue la présence de Sky News Arabie, qui est une télévision apparemment, je ne sais pas, qui est basée dans les Émirats. Ça ne m'étonne pas qu'il soit là aujourd'hui, parce que les Émirats sont vraiment conscients que c'est un virus qui va être dangereux pour tous les pays musulmans, puisque le but suprême des frères musulmans, c'est de détruire les nations. C'est un empire qui va réunir tous les pays. Donc le préalable pour faire un empire mondial califal, ça va être de détruire l'Algérie, la Libye. C'est déjà fait, vous me direz, la Libye, avec l'aide de l'Occident, de l'OTAN, détruire l'Égypte. El-Sisi n'est pas du tout d'accord pour que l'Égypte soit diluée dans un califat. Peut-être que ce qui va nous sauver, ce n'est pas nos dirigeants européens, déjà compromis avec l'islam. Ils sont tellement effrayés à l'idée de rétablir l'ordre chez eux qu'ils ont délégué aux islamistes la gestion de nos banlieues. Mais étonnamment, plusieurs pays arabes, aujourd'hui, sont plus anti-islamistes que les Européens. Donc ça donne une raison d'avoir un peu d'espoir. Mais c'est très important pour nous, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'entre 60 et 80%, peut-être même dans beaucoup de pays, 90% des grandes associations islamiques, des mosquées, des institutions, sont contrôlées soit par des salafistes pro-saoudiens, soit par des frères musulmans, soit par des tablighs, soit par des miliguruches, soit par des islamistes, en tout cas qui adhèrent à ce projet radical. C'est ce que j'appelle les pôles de l'islamisme. Donc aujourd'hui, on peut dire que la majorité, non pas des musulmans, heureusement, ceux-là, beaucoup peuvent être sauvés, si on les coupe de l'influence qui veut les ranger dans une catégorie séparée. On a une grande majorité, pas de musulmans, mais d'instances de représentation de l'islam qui effectivement sont monopolisées par des islamistes radicaux. Alors, ce plan, s'il est mené par plusieurs pôles, c'est les frères musulmans les plus compétents. Je le répète, les frères musulmans sont à la fois des coupeurs de langue. Ils sont très bons dans le djihad du verbe, le djihad juridique, les procès, les luttes contre l'islamophobie, d'où l'alliance avec la gauche. Mais en même temps, dans certains pays, ils sont coupeurs de tête. Ils sont, je dirais, polyvalents. Le frère musulman peut être allié à la gauche antiraciste, il peut être allié même à la gauche, même presque bien, voire même au centre. Hein. Il y a des députés macronistes qui ont récemment fait des propositions pour un islam de France avec des frères musulmans. Les frères musulmans sont capables d'être proches des centres droits, de la gauche, de la droite, de l'extrême gauche, et tout en même temps continuant d'activer des djihads en Syrie, à Gaza, avec des attentats suicides où on massacre des enfants dans des crèches. Donc on a une organisation totalement schizophrène, mais ce qui est incroyable, c'est qu'on a tous les textes. Alors, pour les récapituler, le projet, mais ça c'est assez récent, mais tout simplement, le texte majeur, les 50 demandes de Hassan el-Banna. Le créateur des frères musulmans avait fait un programme, 50 demandes, où il expliquait qu'il faudra embrigader la jeunesse, interdire le cinéma, interdire les musiques, il faudra redresser les torts, il avait créé une police secrète qui allait harceler, qui a même fait des assassinats, qui allait harceler les filles mal habillées, les gens qui n'étaient pas observants, les gens qui ne pratiquaient pas le ramadan. Si on lit les 50 demandes de Hassan el-Banna, au niveau culturel, au niveau police, au niveau embrigadement, et aussi l'objectif de califat et d'imposer la charia dans le monde entier, c'est le programme de Daesh. En fait, l'ADN idéologique de Daesh, c'est les frères musulmans. Donc si on arrivait à convaincre nos hommes politiques que même si les frères musulmans parfois sont pacifiques, c'est vrai, il y a des frères musulmans très pacifiques en Europe qui effectivement sont alliés à la gauche, on va même les voir dans des manifestations antiracistes. Le 10 novembre dernier en France, on avait des antiracistes de gauche et d'extrême gauche qui manifestaient avec des frères musulmans contre l'islamophobie, assimilée à l'équivalent jadis de la judéophobie. Très malin. Alors là,
la conclusion. Et c'est ce que je trouve de plus formidable. Moi, je dis bravo. Là, on peut que les féliciter au niveau technique. Hein. Quand on sait que l'organisation des Frères musulmans a été créée en 1928 par un admirateur de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste, quand on sait que le bras droit de Hassan el-Banna, l'un de ses plus fidèles amis et collaborateurs, le grand mufti de Jérusalem, a été le conseiller d'Hitler pendant 2 ans, qui lui a demandé d'appliquer la solution finale, condamné à Nuremberg pour crime contre l'humanité. Bizarrement, il s'est échappé de sa prison française, on l'a retrouvé accueilli en idole en Égypte par les Frères musulmans. Quand on sait mieux que cela encore, vous allez être étonnés, le père de Tariq Ramadan, c'était le gendre de Hassan el-Banna, et quand Hassan el-Banna a vu qu'un jour il y aurait probablement une immigration de musulmans vers l'Europe, il était quand même très visionnaire, il s'est dit, ils risquent d'être eux aussi, encore plus qu'ici, contaminés par des idées mécréantes, puisqu'ils vont aller chez les mécréants. Et il a dit à son gendre, le père de Tariq Ramadan, qui a créé le Centre islamique de Genève, va être le pionnier des frères musulmans en Europe. Dans les années 60, 70, 80, Saïd Ramadan, le gendre du créateur des Frères musulmans, a eu comme mission de créer les Frères musulmans en Allemagne, où il a fait une thèse, et en Suisse, où il a eu un financement. Mais devinez de qui? Le financement des Frères musulmans dans leur première grande structure en Europe, avec le gendre du créateur, c'est pas n'importe qui. Et le centre existe toujours avec la même famille Ramadan, hein, les frères, les sœurs, etc. Saïd Ramadan va créer la première structure des Frères musulmans avec l'argent du Troisième Reich, puisqu'il va être financé par François Genoux, le fameux banquier suisse d'Hitler, qui était l'héritier testamentaire du trésor de l'Allemagne nazie. Et quand on sait, et là je dis bravo, quand on sait qu'une organisation qui a été fascinée par Hitler, par Mussolini, qui a été financée par l'Allemagne nazie, par son trésor de guerre, et le banquier qui a été nommé par Hitler pour être l'héritier. Hitler, avant de mourir, a fait un testament. Et dans son testament, Hitler disait « On a fait une erreur de nous allier avec les latins dégénérés qui ne savent pas se battre, qui sont des chrétiens trop gentils, des sous-hommes, dans sa vision très oualala germanique. On aurait dû aller beaucoup plus loin avec le monde musulman, dans le fameux testament d'Hitler qui a été dicté par Hitler dans son bunker à Martin Bormann, son fils spirituel. Hein, on peut le retrouver, vous pouvez aller sur Internet. Il dit « Finalement, c'est l'islam qui est ce qu'il y a de plus proche de la vision hitlérienne. » Alors c'est une contradiction, parce que beaucoup de musulmans, pas tous, mais beaucoup de musulmans sont des sémites. Alors on pourrait se dire, on ne peut pas être sémite et pro-nazi. Mais Hitler, savez-vous qu'Hitler avait fait une exception? Pendant la Seconde Guerre mondiale, les sémites étaient persécutés s'ils étaient juifs, mais un décret a été officiellement promulgué par le Troisième Reich pour que les sémites de religion musulmane ne soient absolument pas touchés. Et c'est pour ça qu'il y a eu un afflux d'intellectuels arabes islamistes autour du grand mufti, mais il n'y avait pas que lui. Il y en avait beaucoup, hein, des légions islamiques au Maghreb, au Proche-Orient, en Égypte, les chemises vertes, en Tchétchénie, dans les Balkans, les fameux légions Waffen-SS, Anschar, Skanderbeg. Dans le monde entier, on a eu plein d'islamo-nazis. Donc ce qui est extraordinaire, une organisation matrice du terrorisme islamiste, qui a été créée par et avec les nazis, et même avec les néo-nazis. Jusqu'à aujourd'hui, les vrais néo-nazis sont pour l'islamisme. Savez-vous que quand il y a eu l'attentat du 11 septembre, les islamistes ont été félicités par les nazis américains? Parce qu'en Amérique, il y a encore pas mal de mouvements nazis. Ils ont dit bravo, le 11 septembre, c'est très bien ce que vous avez fait, vous avez attaqué la finance judéo-maçonnique. C'est-à-dire que les vrais nazis, c'est pas quand on dit toujours ceux qui combattent l'islamisme sont des fascistes. Ne vous laissez pas culpabiliser. C'est pas vrai, c'est le contraire. Aujourd'hui, les vrais nouveaux nazis qui réimportent l'antisémitisme judéophobe, génocidaire, l'idéologie complotiste et anti-juive la plus radicale, ce sont des islamistes. Mais leur culot, et c'est là que je dis félicitations, techniquement, franchement, c'est quand même assez fort du café. Eh bien, ils vous traitent constamment de nazis et de fascistes. Toute la rhétorique des frères musulmans aujourd'hui, comme l'extrême gauche, c'est de traiter de fascistes, de nazis, d'extrême droite, de racistes et bien sûr d'islamophobes. À chaque fois qu'ils mettent au même plan que l'antisémitisme, ils traitent de nazis ceux qui résistent à leur projet suprémaciste, alors qu'eux-mêmes sont toujours nazis. Et je terminerai par Daoui, dont j'ai beaucoup parlé, qui est à Dublin, il a présidé une structure pour la prédication et la fatwa et les conseils juridiques. Il donne des avis juridiques aux Européens, aux musulmans européens. En France, il a créé la plus grande université qui forme les imams européens, Qardawi. On a des vidéos, donc c'est vérifiable ce que je vous dis, où il dit
Vous trouvez un homosexuel, balancez-le du haut d'un immeuble. Parce que c'est un islam très ouvert. Hein. Et cet homme a été consultant pour l'Union européenne, consultant pour les Nations Unies, dans le dialogue des sages des Nations Unies. Il a été payé par la mairie, vous me croyez si vous voulez, de Londres. Il a été payé par des fonds publics anglais. Il était le grand ami du maire de Londres, Ken Livingstone. D'ailleurs, Ramadan, lutte avec Ramadan, qui est le disciple de Kardawi, lui a été employé de Rotterdam. Vous voyez, ces types arrivent même à trouver des emplois publics. C'est extraordinaire. Il n'y a pas que la chaire du Qatar qui lui a été payée à Ramadan. Il a été employé dans des mairies. C'est extraordinaire. Et ces gens-là vous traitent en permanence de fascistes, de nazis, de racistes, alors que Kardawi, on a une autre vidéo très célèbre où il dit « Hitler a eu raison de corriger les juifs parce qu'ils exagèrent régulièrement, il faut leur donner des corrections. Il est allé un peu fort, mais quand même, c'était bien qu'il les ait corrigés. » C'est une vidéo officielle que vous pouvez trouver. Cet homme, aujourd'hui, est toujours la référence officielle de tous les frères musulmans européens. Il est enseigné, lu, et d'ailleurs, messieurs, si votre femme vous pose des problèmes, Kardawi a donné la solution. C'est un livre qui s'appelle « Le licite et l'illicite ». Hein, haram, halal. Kardawi, dans un livre traduit dans toutes les langues européennes, en vente à la FNAC, sur Amazon. J'en ai parlé à 3 ministères de l'Intérieur. Jamais j'ai réussi à faire interdire ce livre. Qui explique, chers messieurs, que si votre femme est désobéissante, et si elle continue à être arrogante alors que vous la boudez sexuellement pendant 15 jours, ensuite vous pouvez utiliser une autre méthode qui consiste à la frapper. Et on a une vidéo où il dit, il fait même le geste, vous la corrigez. Mais il faut quand même être licite, il faut la corriger dans les endroits licites. Alors il donne dans plusieurs pages tous les endroits du corps où on peut cogner. Alors il faut épargner les yeux, les ovaires et le nez, mais on peut cogner les fesses, le dos, les cuisses. Mais il décrit chaque partie du corps comme un chirurgien qui vous dirait ce qu'on peut... C'est assez incroyable, mais il y a encore pire. Là, on voit la fourberie des frères musulmans. Dans une autre page de ce livre, Le licite et l'illicite, alors une jeune Belge d'origine musulmane a fait une vidéo récemment. Elle est dans une librairie islamique en Belgique et elle montre ce livre. Cette vidéo a beaucoup... vous voyez, c'est intéressant parce que, heureusement, il y a des musulmans qui sont choqués par ça. Elle montre ce livre, Le licite et l'illicite. Il dit aussi, tuer un musulman, c'est tuer toute l'humanité. Tuer un homme, c'est tuer toute l'humanité. Bravo, moi j'y souscris, si c'est écrit dans les hadiths ou dans le Coran, bravo. Mais Kardawi dit, il y a juste quelques exceptions. Et il donne 3 exceptions. Il y a juste 3 exceptions pour lesquelles il faut tuer. Alors, la femme adultère, l'apostat, le musulman qui cesse d'être musulman, et bien sûr, le blasphémateur. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que finalement, ça ne sert à rien de combattre le djihadisme des types qui vont jusqu'au bout avec des mitraillettes ou des ceintures explosives ou des couteaux ou des tournevis. Puisque Kardawi, finalement, quand on a tué Theo van Gogh, de manière extrêmement barbare, en Hollande, il avait blasphémé. Pas besoin d'avoir été endoctriné par Daesh. On n'arrête pas de dire l'ennemi c'est Daesh. Non, l'ennemi c'est l'islamisme idéologique. C'est ce qu'on dit dans ce livre, dans la conclusion. On a interrogé d'ailleurs dans la conclusion de grands experts musulmans d'ailleurs, comme Youssef Chihab, Abdelrahim Ali, qui est un député aussi égyptien et un très très grand écrivain en Égypte. On a interrogé d'autres chercheurs musulmans ou non musulmans du Centre français de recherche sur le renseignement. Et en fait, il y a un continuum idéologique. Le djihadisme ne vient pas de nulle part. Si un homme qui a pignon sur rue, qui gère la formation des imams européens, qui a des livres en vente libre, vous explique que quelqu'un qui se moque de l'islam, on peut le tuer, eh bien, pas besoin d'être formé dans des vidéos de Daesh. Pas besoin d'être lié à des gens de Daesh ou d'Al-Qaïda en Syrie, ou d'Al-Qaïda, comme ceux qui ont fait l'attentat de Charlie Hebdo. Il suffit de lire Kardawi pour avoir envie de tuer quelqu'un qui se moque de l'islam, comme la fameuse militante, apparemment une féministe lesbienne qui est menacée de mort là, en ce moment. Elle a même été déscolarisée. Elle a dit ce qu'elle pensait, peut-être c'est des mots vulgaires, tout ce que vous voulez, mais enfin, en France, on a le droit de dire qu'on est contre un culte. Elle est menacée de mort. Et si demain elle est tuée, ce ne sera pas Daesh, ce sera Kardawi le responsable. Parce que lui, contrairement aux idées de Daesh, lui, il a pignon sur rue, il peut s'exprimer, ses disciples s'expriment. Ils ont de nombreuses mosquées en Europe, des mosquées officielles, ils sont reçus par les politiques, ils sont même payés. Il y a plusieurs pays européens qui payent des imams qui adhèrent aux frères musulmans. Donc ma conclusion, c'est ce qu'il faudrait faire comme l'Autriche. L'Autriche, récemment, avant que les populistes soient au pouvoir, j'avais rencontré le rédacteur de sécurité nationale autrichien en 2013 et il me disait on est en train de préparer un texte pour faire un islam national autrichien. Nous allons bannir tous les mouvements islamistes qui ne sont pas en adéquation avec les valeurs de l'Autriche. Et ils ont expulsé des centaines d'imams, des centaines d'imams. Ah,
Erdogan a dit horrible parce que beaucoup d'imams turcs étaient quand même dans le viseur, parce que les imams turcs ne sont pas uniquement islamistes, mais ils sont en même temps nationalistes et très communautaristes. Et ils incitent les Turcs à ne jamais se sentir des citoyens du nouveau pays. Il y a un côté irrédentiste, communautariste, avec une communauté séparée. Donc Erdogan a menacé, on va boycotter, on va leur botter les fesses, ces Autrichiens, les nazis. Alors c'est marrant parce que Erdogan, au Parlement turc, il est allié avec le MHP que tu connais. C'est le parti néo-nazi turc. Il était créé par un colonel qui était un admirateur d'Hitler, qui était ouvertement pro-nazi. Mais il traite l'Europe constamment de nazi. Dans les journaux turcs pro-Erdogan, on montre systématiquement Angela Merkel avec un brassard avec la svastika nazie. Vous voyez, l'obsession de ces frères musulmans ou de leurs alliés, c'est systématiquement de traiter les autres de ce qu'eux-mêmes sont. Vous me direz, c'est assez classique en psychanalyse. Donc, on pourrait dire finalement qu'ils nous prennent pour les imbéciles. Oui, mais ils ont raison. Dans un terreau culpabilisé, c'est assez facile d'avancer des idées de ce type. Donc l'Autriche qui en avait marre d'être pris pour un imbécile parce que les Autrichiens sont près de leurs sous. Et c'est venu au départ d'une question financière. Le ministre des Finances autrichien a dit « Est-ce que c'est normal qu'avec l'impôt de tous les Autrichiens, on paye des imams turcs qui apprennent qu'il faut nier le génocide arménien et qu'il faut mépriser les mécréants et qu'il faut rester turc et adhérer au futur califat ?» Au départ, c'est devenu, il faut leur couper les vivres. Et c'est là qu'est venue la prise de... Et on va faire un islam avec des types qui, eux, méritent des vivres, qui méritent l'impôt des Autrichiens. Et donc on va prendre des gens qui font serment d'aimer l'Autriche, qui parlent autrichien, qui sont nés en Autriche, qui ne sont pas liés à des puissances étrangères, et qui adhèrent à un islam apaisé, c'est-à-dire un islam privatisé, qui renonce à une partie de l'islam, c'est-à-dire la charia, tout ce qui renonce à toute la partie politique. Eh bien, l'Autriche n'a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de guerre avec la Turquie, il n'y a pas eu d'embargo pétrolier, il n'y a pas eu d'embargo sur quoi que ce soit. L'Autriche se porte aussi bien et l'Autriche a littéralement fait le ménage. Ça veut dire que c'est parfaitement possible. Donc, conclusion, nos hommes politiques, quand ils laissent faire l'islam politique chez nous, n'ont aucune excuse. Ils n'ont aucune excuse. Ils auraient parfaitement pu, en tout cas peut-être pas juguler le prosélytisme islamique qui existe dans le prosélytisme, dans les religions prosélytes, c'est quelque chose d'assez naturel, mais au moins ils auraient pu juguler l'islamisme anti-occidental qui nous combat clairement. Parce que le pire, et là vraiment c'est la conclusion de la conclusion, dans le projet des frères musulmans, ce petit livre qu'on a dans la banque El Taqwa, dans les 50 demandes de Hassan al-Banna, dans un autre texte qu'en 91 la police égyptienne avait trouvé au siège du guide suprême des frères musulmans, dans de nombreux ouvrages, vidéos, fatwas et essais et propos juridiques de Kardawi, de Saïd Ramadan aussi. Saïd Ramadan, le fameux qui a lancé les frères musulmans en Suisse, qui était le gendre du créateur, il écrivait dans une revue El Muslimoun des textes extrêmement radicaux qui invitaient à tuer les juifs, à combattre les occidentaux. Donc tout est écrit dans l'ouvrage de Hassan el-Banna. Je ne parle même pas des djihadistes officiels, hein. Les frères musulmans, Hassan el-Banna, Saïd Qutb, Saïd Ramadan et Kardawi, pour ne citer que ces quatre-là, ils ont tous annoncé la couleur. Ils ont tous dit, c'est ce qu'a dit Kardawi, d'ailleurs dans une célèbre fatwa, que vous retrouvez sur une vidéo, et là ce sera vraiment ma dernière phrase, il dit un truc très vrai. Finalement on ne peut pas lui reprocher de le dire, il aurait tort de se gêner, puisqu'il a en face de lui des gens culpabilisés. Il dit, un hadith du prophète, vous savez, c'est des propos attribués au prophète, qu'on appelle hadith, a prophétisé qu'un jour, Rome sera détruite, puisque la seconde Rome, Constantinople, a déjà été islamisée et détruite. La prochaine fois, ce sera Rome. Titre d'ailleurs d'une revue de Daesh qui s'appelle Rumiyya. Daesh, finalement, ne fait que continuer l'idéologie des frères musulmans, et qui en fait n'est que l'idéologie du califat, qui pendant des siècles a agressé l'Europe, la Méditerranée, et finalement les frères musulmans ne veulent que refaire naître un phénomène qui a menacé la Sicile. Je parlais tout à l'heure avec un intellectuel sicilien, il m'expliquait que tous les villages de sa région ont tous été construits en hauteur, parce que jusqu'au à peu près, pratiquement jusqu'à la colonisation, les pirateries barbaresques étaient permanentes. Ça a duré autant de temps que le califat existait. Il y a toujours eu des attaques, des pirateries barbaresques, ou des Turcs, ou des Berbères, ou des Arabes en Méditerranée. Tant que le califat existait, ça ne pouvait être que cela, puisque l'une des fonctions du califat, c'est d'étendre le règne de l'islam de gré ou de force. De gré, par la dawa, ou de force, par le djihad guerrier. Donc, Kardawi, je répète, l'homme qui a pignon sur rue, qui est très bien vu par les politiques européens, qui dirige qui a présidé toutes les associations des frères en Europe, a dit « À quoi bon utiliser le djihad
Inch'Allah, l'Europe sera probablement très rapidement entièrement soumise à l'islam. Et il dit pas totalement, il dit probablement sans avoir à tirer l'épée du fourreau. Alors, vous avez compris ce qu'est l'idéologie des frères musulmans. On ne peut pas dire qu'on n'a pas été prévenu. Comme les nazis et les communistes staliniens ou maoïstes ou autres, tout est écrit, ils nous ont avertis. Et comme disait Churchill, ils ont beau nous avoir avertis, on a quand même des gens qui ont été compromis et qui ont voulu faire une politique d'apaisement avec eux.